Je me souviens d'un film, c'était, Point Break, je pense. C'est une histoire de surfeurs qui, braquaient des banques pour pouvoir assouvir leur passion du surf. Un film qui m'a marqué et je me disais: «Beh, tiens, ces gars-là, ils ont tout compris, quoi». Alors ça se termine mal, mais on se dit qu'on est plus malin que les les protagonistes du film et que, bah, forcément, j'allais faire mieux et que le meilleur moyen, c'était de rentrer, de faire le cheval de Troie, c'est rentrer là où il y a de l'argent, étudier le système et puis faire le gros coup et je faisais un one shot, quoi. Les braqueurs. François, épisode 2. Moi, j'ai commencé en 93 jusqu'en 2000, dans les années 2000, quoi. Une bonne dizaine d'années, voilà. Et on braque des fourgons à raison de, je crois qu'ils avaient recensé, c'est une attaque par semaine en Belgique et dans le nord de la France. Donc on était vraiment devenus des spécialistes. On était trois équipes. Vraiment des gens aguerris, on était trois, et en France aussi, il y avait 3-4 équipes maximum. Et on peut s'échanger des équipes aussi, parce qu'on se connaît tous. Donc ça veut dire que moi, si je suis artificier, je peux aller aider un mec à Marseille, ou un mec de Marseille peut venir. On appelle ça des équipes à tiroir. Je rêvais le braquage toute la nuit. Donc je le visualisais. Et c'est un parallèle même d'ailleurs avec le cinéma. En tant que réalisateur, je me rends compte que quand on est en tournage, on visualise la scène qu'on va filmer. On fait du repérage, on fait un casting, on fait de la préparation et on passe à l'action. Donc c'est exactement pareil. Je pouvais aussi demander à mon équipe de préparer les choses, mais physiquement. C'est-à-dire on jouait un jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on se positionnait, on disait: «Bon voilà, toi tu vas aller là-bas, tu vas plastiquer. Pendant ce temps-là, moi je m'occupe des convoyeurs. Toi tu surveilles la route de l'autre côté». Chaque détail compte et chacun a un rôle bien défini, comme sur un tournage de film. Si chacun ne remplit pas son rôle, on n'arrive pas à réaliser une prise. L'idéal, c'est un fourgon qui ramasse dans les grandes surfaces parce que c'est de l'argent usagé. Il faut savoir qu'il y a à l'époque en tout cas, ou peut-être encore aujourd'hui, pour une raison économique, ils ne ramassaient pas tous les jours. Donc c'est parfois 2 fois par semaine. Mais il était plus intéressant d'aller braquer le vendredi le fourgon que le lundi, évidemment. Ou un fourgon qui sort de la Banque de France. Mais l'inconvénient, c'est que vous allez avoir de l'argent numéroté qui peut être neuf, trié, empaqueté avec une suite de numéros qui va être contraignante après à écouler. Donc il vaut mieux de l'argent usagé. Une fois que vous avez ciblé le fourgon qui vous intéresse, l'idéal c'est d'être sur des grands axes. Donc pas spécialement sorti d'une ville, mais pas en ville, quoi. C'est plus compliqué en ville, évidemment. Quoique c'est possible, mais bon. Donc beaucoup de préparation sur l'endroit où on va choisir l'attaque, repérer les lieux par lesquels on va s'échapper, et étudier les moyens que les forces de l'ordre vont pouvoir mettre en œuvre pour essayer de vous arrêter. Donc chronométrer le temps qu'ils vont pouvoir mettre à intervenir, imaginer quelle route ils vont emprunter, etc., etc., etc. C'est un travail, moi je considère ça comme un travail. Donc en fait, le truc c'est qu'on travaille tout le temps. Comme on repère plusieurs fourgons, on peut préparer plusieurs casses à l'avance. Donc vous avez toujours un casse d'avance quelque part. Vous devez situer déjà une bonne planque sécurisée, avec un complice évidemment qui peut, par exemple un fermier, qui vous loue sa grange. Moi j'avais une technique, je faisais une planque dans la planque. C'est-à-dire dans la grange, je faisais un mur de paille, et à l'intérieur des ballots de paille, je faisais une pièce. Donc je planquais mes voitures, les armes et tout le matériel. Mon équipe dort à la planque pendant toute la préparation du casse. On prend pas de risque de se faire filer. Comment je fais ? Je vais faire une contre-filature. C'est-à-dire que les gars vont venir par leurs propres moyens à un endroit de rendez-vous et je vais vérifier qu'ils ne sont pas suivis. Et après, je vais les récupérer avec une voiture volée ou une moto volée. Et je vais les rapatrier dans la planque. Moi, je pense que l'idéal, c'est de 3 ou 4. Il y a un spécialiste qui va conduire le camion, qui fait la circulation. Et donc, il y a une arme, évidemment. Et il faut un spécialiste en explosifs, forcément. Et 2 autres qui vont superviser l'action du mineur. Alors souvent, je suis chauffeur ou plastiqueur. Je suis plutôt chef d'équipe, quoi. Donc, celui qui organise et qui définit le rôle de chacun. Évidemment, c'est pas une autorité militaire. Hein. C'est, tiens, voilà, j'ai repéré tel fourgon à tel endroit. Et puis, chacun donne son avis. Il y a 1000 façons de braquer un fourgon. On peut mettre un câble, on peut miner la route, on peut faire plein de choses. Et après, on va peser le pour et le contre et se dire, bah tiens, cette technique-là est la plus adaptée. Le but, c'est d'obtenir un résultat
Et celui qui a l'idée la plus valable va l'emporter, évidemment. Quand on est tous réunis, donc on est 4, chacun va travailler à un poste bien défini. Donc il y en a un qui va préparer les clous, l'autre qui va qui va essuyer toutes les balles, qui va essuyer les armes, qui va enlever toutes les possibilités d'ADN, etc. Donc il y a des tas de techniques, mais qui évoluent en plus. Il faut savoir que à l'époque, c'était surtout les empreintes. Ça a commencé en 95, l'ADN. On faisait quand même déjà attention à la salive, parce qu'on entendait déjà qu'il y avait des tests. Donc on apprend à scotcher la salopette avec les gants, avec le double face, pour empêcher qu'il y ait de l'air et des poils ou de la morceau de peau qui puisse tomber. On met une double paire de gants, et c'est un peu comme une opération chirurgicale. Et on faisait une chambre de décontamination. C'est-à-dire que les armes, tous les gilets pare-balles, tout ce qu'on utilisait, était mis dans une tente au milieu de la planque. On passait tout ce qu'on touchait avec de l'ammoniac dilué à l'eau, parce qu'en fait ça tue l'identifiant ADN. On fait très très attention, parce que la moindre parcelle d'ADN peut nous faire tomber. Il y a un gros travail aussi, il faut faire des doublettes de plaques. La voiture avec laquelle on va circuler va avoir la même plaque qu'un véhicule, la même couleur, la même origine, etc. Ça permet, si la police vous fait un contrôle sur la route, inopiné, en tapant le numéro de plaque, ça passera plus facilement, vous évitez un contrôle, quoi. Voilà. Donc on va aller pousser ce vis-là pour avoir un véhicule qui soit conforme. Il y en a souvent un qui est plus manuel que d'autres, qui va s'occuper de blinder les portières, désosser les panneaux de porte et mettre des rivets, donc avec des plaques de métal, pour éviter, si jamais on se fait tirer dessus, d'être blessé. Donc une fois qu'on a tout ça, prêt à taper. C'est tellement impactant émotionnellement, la scène est tellement jouée dans sa tête mentalement, que dès qu'on dit action, tout est au ralenti. Donc c'est-à-dire que mon rythme cardiaque diminue, je positionne chaque personne et je vois chaque détail. Les sons sont au ralenti. En fait, c'est une concentration optimale. Tous vos sens sont aux aguets, quoi. Vous êtes comme un animal qui chasse. Prenez un chat qui va attaquer une souris, c'est un peu pareil, quoi. On sait que le fourgon va passer, en général il a un créneau d'horaire de 15-20 minutes, on sait qu'il va passer à tel endroit, à tel endroit. On va mettre le pilote du camion face au fourgon et la voiture de fuite va précéder le fourgon et renseigner le chauffeur du camion. Nos intentions, il arrive sur toi, il est là dans 2 minutes, et donc on le précède d'une ou 2 voitures. Et on va faire en sorte qu'on va ralentir la circulation pour que quand le camion va croiser le fourgon, il va pouvoir le percuter à la vitesse adaptée. C'est pas évident, il faut savoir doser comme le camion fait 40 tonnes, si vous allez trop vite, vous allez écraser le fourgon ou l'envoyer dans le décor. Le but, c'est juste de l'endommager, de l'empêcher de rouler. Donc il y a une bonne technique de frappe, et en général, c'est toujours la même personne qui faisait ça. Puis alors il y a des petites anecdotes. J'avais un ami qui est décédé aujourd'hui là, sur une attaque de fourgon. Il faisait son petit signe de croix à chaque fois qu'il tapait un fourgon. Il était sicilien. Et Dieu ait son âme, mais cet imbécile a loupé le coup, parce que le temps qu'il fasse son signe de croix, qu'il baisse sa cagoule, il a tapé le fourgon, mais un peu trop tard, et il a réussi à s'échapper. C'est-à-dire qu'il a percuté contre un mur, il a rebondi sur la route, il a réussi à partir. Et je me souviens l'avoir engueulé comme du poisson pourri en disant: mais tu crois vraiment que Dieu va t'aider ? Je conduis la voiture en général, je précède le fourgon, et j'y go. Donc il vient fracasser l'avant du fourgon. Moi je fais une marche arrière très violente pour me positionner à bonne hauteur. Je sors avec une arme de guerre et je braque les convoyeurs s'ils sont en position de défense. Donc pour leur montrer que avec leur flingue, ils n'ont pas de chance, il vaut mieux se coucher. C'est ce qu'ils font en général. Mais le tout, c'est de le bloquer, il faut encore l'ouvrir. Il y a un coffre dans le fourgon, donc on est obligé d'utiliser l'explosif pour faire péter le coffre. Donc la technique là, qu'on a mis au point, c'est un cadre d'explosif qui va éventrer le fourgon de manière chirurgicale, et en même temps qui va éventrer le coffre. Donc vous avez accès directement à l'argent. Le souffle va aller vers la paroi opposée et il n'y aura pas de dégâts, mais il y a eu des cas où il y a eu des convoyeurs qui se retrouvaient derrière la paroi, donc forcément ils sont morts, quoi. Donc il faut en général les prévenir, leur dire on va mettre une charge, ils se couchent sur les coudes et ils ouvrent la bouche. Et donc ça permet de ne pas avoir de blast, de ne pas avoir un choc au niveau des poumons. Ça explose, vous mettez à l'abri,
Il y a des éclats qui vont dans tous les sens, comme une grenade en fait, qui explose. Vous avez une fumée noire qui tout de suite monte dans le ciel. Toutes les sirènes des bagnoles se mettent à gueuler, les vitres ont été soufflées. Donc vous avez vraiment, c'est vous transformer un univers paisible en une zone de guerre, quoi. L'opération va durer 3 minutes maximum. On met un chrono et on écoute les forces de l'ordre sur un scanner. On sait dès que les convoyeurs vont lancer l'alerte, ils vont appeler leur centrale. Et la centrale va appeler la gendarmerie ou la police. Et vous avez des hélicoptères qui vont se mettre en route, le plan EPV qui se met en place. Donc ça va très très vite. Vous couvrez celui qui va rentrer dans les entrailles du fourgon pour aller chercher les sacs. Et on fait une chaîne. Et les autres vont charger le coffre du véhicule en mettant tout dans un grand big bag, une espèce de grand sac pour mettre du sable. Vous voyez, quand même une capacité de 500 kilos, quoi. Et vous chargez un maximum. Et puis je remonte dans le véhicule, je mets le gyrophare, et on a une plaque police, une lumineuse sur le pare-soleil, donc les gens pensent vraiment qu'ils vont faire des flics, quoi. Et ça vous permet de dégager très très vite et de gagner du temps. Si jamais manque de bol et il y a une patrouille qui passe à ce moment-là, alors soit il y a deux solutions. On évite le coup de feu, mais s'il faut vraiment, on s'arrête et on tire, quoi. Voilà. Donc le but, c'est de ne jamais commencer une poursuite. Il vaut mieux s'arrêter, sortir et allumer, quoi. En général, ils reculent et ils s'en vont. Puisqu'on a des armes de guerre et eux sont équipés avec des armes qui sont moins efficaces, quoi. Alors pour parler aussi le problème, et ça c'est des choses que j'apprends, on fait des clous à 3 pointes qui vont tomber sur la route dans tous les sens, ils vont se mettre toujours avec une pointe vers le haut. Les poursuivants, donc les forces de l'ordre, se prennent les clous et ne peuvent pas suivre. Et vous prenez un chemin de fuite qui est déjà programmé, qui est chronométré, et on peut, en faisant un changement de voiture, ce qu'on appelle un relais, rapidement changer de véhicule, lui mettre le feu dedans, avec un retardateur de feu, pour que les forces de l'ordre ne retrouvent pas tout de suite le véhicule incendié. Et on reprenait un véhicule qui est souvent un 4x4 ou un véhicule plus discret. Et ça permettait de partir, souvent même revenir vers le lieu du casse. Donc les flics pensent jamais qu'on peut revenir vers le lieu du casse. Et mon idée, c'était de revenir dans l'épicentre et de trouver une planque à moins de 5 km. Après, ce qu'il faut faire aussi, c'est il faut faire attention aux bip traceurs dans les fourgons. Vous avez des détecteurs GPS qui peuvent être mis dans les pochettes. Donc ce qu'on fait, on fait des coffres tapissés avec du plomb. Une espèce de caveau avec un couvercle. Donc on laisse un mec dans le trou. Et lui, il va, avec une lampe, ouvrir chaque pochette, mettre le fric dans des sacs. Regardez s'il n'y a pas une puce qui est cachée dans les liasses ou dans une pochette. Et une fois que tous ces points ont été remplis, que l'argent est en sécurité, si ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de coup de feu, alors là, il y a un soulagement et il y a une jouissance. La jouissance arrive à ce moment-là. C'est une jouissance proche de l'orgasme. J'ai une endorphine tellement forte qu'il faut que j'aille courir. Avoir un acte sexuel, ça permet aussi de libérer les tensions et de penser à autre chose. Mais du début de l'opération jusqu'à la fin de l'opération, pour moi, c'est un maximum de stress et il n'y a aucun plaisir. Même en le parlant, là, je le revis. C'est très marrant, puisque c'est quelque chose qu'on ressent, c'est un état d'esprit, en fait. Je pense que c'est très similaire à un mec qui est sur le front de la guerre, quoi. Quand il revient, il est content d'être en vie. Et il a parfois envie d'y retourner parce qu'il y a un côté, il y a une adrénaline qui s'est dit, ouais, j'ai frôlé la mort, j'étais très très loin, mais j'étais plus fort qu'elle. Donc ça, c'est jouissif. Alors l'avantage du soldat, c'est que le soldat, le pauvre, il a 100 € de solde. Ici, il y a quand même un magot, quoi, derrière. Si vous faites un fourgon qui a, mettons, 1,5 million, vous êtes 4, ça vous fait 300 000 – 400 000. Il y a un effet typique, et ça c'est typique à tous les braqueurs, il y a une envie de dépenser. C'est-à-dire qu'on va accéder au rêve. Et ce qui est dangereux, puisque forcément il ne faut pas changer de train de vie. Soit vous voulez changer en or, en pièces d'or, soit vous prêtez de l'argent à des amis aussi. C'est-à-dire endetter des amis. L'idée c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier.
Vous ouvrez un commerce, je suis quelque part le propriétaire du restaurant, mais vous faites fructifier l'affaire. Voilà, le jour où l'affaire elle est rentable, vous me remboursez de manière légale, quoi. Ça s'appelle blanchir du fric. C'est des techniques, voilà. J'ai des amis qui ont braqué des fourgons qui, n'ont jamais été attrapés, qui ont pu, monter une affaire, et aujourd'hui, ils vivent toujours de du fruit de braquage. C'est-à-dire, ils ont fait un coup et c'était bon, quoi, ou 2 et puis voilà. Le problème, c'est que quand vous êtes repéré et en l'occurrence, moi, j'ai été, arrêté. En 96, je suis accusé d'une attaque de fourgon où il y a un convoyeur qui a perdu une jambe et c'est une attaque que je n'ai pas commise. Le problème, je braque des fourgons, donc forcément, c'est difficile de faire la part des choses, dire: «Bah oui, celui-là, je l'ai pas fait, mais celui-là, je l'ai fait». Donc le mieux, c'est de rien dire et je me suis évadé. À partir du moment où je me mets en cavale, je veux dire qu'aujourd'hui, vous gagnez 1 000 000 €. Dans une vie normale, c'est très facile de faire fructifier cet argent. Vous achetez une maison ou un appartement, vous avez des revenus locatifs. Quand vous êtes en cavale, c'est fini. Tout est fragile. Et donc ça demande plus d'argent, ça demande plus de structure, ça demande et pour vraiment pouvoir être, voir venir comme on dit et être à l'abri, il vous faut énormément d'argent. Quand vous prenez 1 ou 2 millions d'euros, même chacun, ça paraît énorme, c'est beaucoup d'argent. Mais ça ne vous permet pas de changer de vie. Si vous avez 10 millions d'euros malhonnêtes, c'est l'équivalent d'1 million d'euros réellement, quoi. Donc vous imaginez la quantité d'argent qu'il vous faut pour vraiment être, à l'abri, à vie en plus. Parce que quand vous êtes en cavale, ça s'arrête pas. Vous êtes poursuivi jusque pendant 30 ans, quoi. Donc il faut mettre de l'argent de côté pour toute votre vie. Donc on vivait, comme des militaires sur des lits de camp pendant toute l'opération jusqu'à la fin. Et puis chacun partait dans une direction opposée et on se retrouvait genre 1 mois ou dans 2 mois pour remonter une opération. Donc vous avez une espèce de course contre la montre en disant: «Mais il faut que je braque un maximum, que je fasse le gros coup et une fois que j'aurai suffisamment d'argent, j'arrête tout». Et ça, c'est un rêve, c'est une utopie parce que le casse fabuleux, vous prenez, voilà, une centaine de millions d'euros et vous dites, «J'ai de quoi devoir venir et je peux vivre jusqu'à la fin de ma vie». À suivre sur arteradio.com. Il arrive jamais ce casse.